Bien, bien. Merci pour votre patience. Merci beaucoup pour votre compréhension. Il semblerait qu'il y ait eu une légère difficulté dans la salle habituelle. Donc on fait avec, puis on essaye de s'adapter un tout petit peu. On ne perd pas au change. C'est joli. Il y a des petites jolies salles. Et après tout, ça ne départ que légèrement par rapport à Kafka, toujours accompagné d'un petit peu de technique des dédales de la machinerie robotique actuelle. Alors, on est très heureux de vous retrouver. C'est l'avant-dernière date de cette première année de notre séminaire, qui va être reconduit l'an prochain, a priori vers les mêmes dates environ. À partir de janvier 2026, ouais, pour la deuxième année. Le programme sera certainement en ligne à partir de la fin de l'année prochaine, mais il est probable qu'on reconduise avec bonheur, avec une légère inflexion, hein, bien sûr. On ne va pas reprendre exactement les mêmes thèmes, mais on va poursuivre avec un petit peu de modification. Bon, c'est déjà en train d'être réfléchi. Donc, cette avant-dernière présentation, on a souhaité en parler pour profiter pour aborder la question de la révolte chez Kafka. C'est vrai que c'est pas nécessairement par la révolte qu'on aborderait Kafka, et pourtant, ces dernières années, il y a eu des biographies qui ont insisté sur le fait que Kafka était quand même pas cet individu limité, on va dire, par ses inhibitions, que les premiers portraits nous avaient quand même en grande partie légués. Et ils ont insisté sur l'insertion, au contraire, de Kafka dans son époque, sur les ressorts propres de sa créativité et sur aussi la dimension émancipatoire, auto-émancipatrice de ses textes, de ses nouvelles, de ses récits. Donc pour nous éloigner un petit peu de cette figure ambivalente d'un Kafka empêtré dans ses contraintes, finalement. Ce versant de Kafka, je peux le faire. Ce versant de Kafka, il a aussi été interrogé par la psychanalyse. Il y a eu des publications ces dernières années aux États-Unis dans la psychanalyse anglo-saxonne, américaine, d'analystes qui ont livré leur lecture également de certaines nouvelles de Kafka. Alors, dans le champ de la psychanalyse, une nouvelle qui a été l'objet de beaucoup de commentaires, c'est celle dont on parlera aujourd'hui. C'est Margot qui a aussi écrit sur cette nouvelle dans son propre livre sur l'anorexie et le travail aliéné dans l'anorexie mentale, dont il a déjà été question au cours d'une précédente date de ce séminaire, dans son livre. Et d'ailleurs, c'est toujours un thème qui t'occupe, je crois. C'est quelque chose qui fait toujours l'objet de nouvelles élaborations. Pour moi aussi, d'ailleurs, la question de l'aliénation, le travail aliéné, ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire la transformation en objet, la chosification du langage et du sujet. Donc, toutes ces questions, aliénation, réification, sont des choses qui ont travaillé le champ de la critique sociale, manière critique sociale de parler en termes un peu détournés d'une critique sociale aussi d'inspiration marxiste, avec une récupération de la notion d'aliénation, qui est d'abord une question effectivement marxienne, si on veut, mais retraduite également dans un champ plus vaste. Et qui n'est pas vraiment celle de la réification, comme on avait parlé justement chez Marx. Voilà. L'originalité de Marx, c'est moins que l'aliénation se traduirait par une chosification du sujet que par une impossibilité pour un sujet de produire une chose, en fait, de produire un objet. Là où, effectivement, et Marx a cette remarque dès les manuscrits de 44 sur le fait que considérer que finalement le problème au travail serait que
le sujet qui travaille et qui produit donc des objets, eh bien, des choix dans les objets qu'il produit, se réifie, se fait chose à travers les choses qu'il produit. Avoir cette conception des choses, c'est être aliéné, et c'est parler déjà depuis son aliénation. Puisque pour Marx, le propre d'un être humain, et ce par quoi il s'humanise justement, en un sens, et s'arrache à toute espèce de naturalité, c'est sa disposition à produire des objets qui ont cette caractéristique particulière de pouvoir refléter, en un sens, exprimer sa subjectivité. Sans quoi il ne pourrait jamais être reconnu comme une subjectivité, comme étant doué d'une conscience, d'une vie intérieure. Donc sa manière de la communiquer, c'est de l'externaliser justement à travers des objets, et c'est quand il est privé de cette objectivité qu'il est aliéné. Donc justement, l'aliénation chez Marx n'est pas une réification, c'est la privation d'objets, la dépossession justement de ces objets, à la fois parce que le travailleur n'en est plus propriétaire et parce qu'il n'y exprime plus des choses qui le caractérisent de façon singulière, c'est-à-dire que l'objet est anonyme, en un sens impersonnel, il lui fait face de façon étrangère, comme s'il n'avait pas contribué à sa création. Ce qui est aussi d'ailleurs la vision que Marx a de la religion, et la raison pour laquelle Marx considère que la religion a cette dimension d'aliénation, c'est que c'est comme si, par exemple, le monument religieux, une fois construit, eh bien, faisait face aux hommes comme quelque chose qui existait là, finalement, indépendamment des conditions matérielles et objectives de sa production, et qui était devenu Alors, c'est donc des notions qui vraiment nous permettent à la fois de parler aussi de Kafka dans la production littéraire, qui était une production dans laquelle lui-même se retrouvait pas entièrement. Il a voulu, on le verra dans ces derniers moments, il a voulu quand même à un moment donné, avant sa mort, qu'on détruise une grande partie de son œuvre, donc ne pas se reconnaître dans son travail, et une autre partie de son œuvre, il l'a mise en valeur. Alors, ce que disait aussi Margot, c'est cette distinction entre l'expression productive et l'expression aliénée. Ça nous permet de penser le lien entre un sujet, son travail et son inclusion dans la société, tout simplement, dans des systèmes sociaux, systèmes productifs, dans lesquels on ne se retrouve pas nécessairement, et dans lesquels parfois, effectivement, nous nous trouvons assujettis également. Kafka, il montre finalement tout ça, c'est toutes ces questions, je crois, dont on souhaitait parler à travers le prisme kafkaïen, enfin le prisme de cette nouvelle et de Kafka. Alors, je vais commencer par parler, pour ma part, plutôt de Kafka lui-même, l'auteur, sa vie. Ce ne sera pas une psychobiographie, mais quelques éléments d'éclairage sur Kafka dans un premier temps, et ensuite c'est Margot qui a travaillé sur... On peut faire à deux voix, cela dit, mais oui. Le champ des recherches kafkaïennes est immense. Donc il y a cette nouvelle de Kafka, Un artiste de la fin. Il y a ce qui a été écrit sur cette nouvelle, dans la littérature générale, dans la psychanalyse, la lecture de Margot, la lecture de Thomas Ogden, donc qui est un psychanalyste anglo-saxon qui a été traduit en français aux éditions Ithac. Le livre est publié, je l'indiquerai un peu plus tard. En l'occurrence, c'est toi qui as traduit. Voilà, je me suis permis de reprendre d'assez larges passages du texte de cet auteur également, parce que j'avais participé à la traduction du livre. C'est un collectif de plusieurs traducteurs, mais ce chapitre-là m'avait incombé, donc je me suis également autorisé, ayant porté la responsabilité de sa traduction, à réutiliser maintenant ces larges passages de cette traduction ici. Et tout cet arrière-plan que Margot soulignait, il est présent, c'est un arrière-plan de lecture
qui a été élaboré, parce que finalement Marx, lui, parlait de cette opposition d'une façon qui n'a pas été tout de suite reprise, je crois, par ses élèves d'une façon aussi simple, hein, effectivement, et puis ça a mis plusieurs décennies ensuite à reprendre les termes, à distinguer l'expression de l'objectification, l'aliénation. C'est quelque chose que j'explore en ce moment. Cette spécificité de Marx, en fait, elle vient du fait qu'il est hegelien à la base, parce que c'est pour le coup simplement l'héritage de Hegel qui disait déjà ça, qui disait que... et d'ailleurs, dans les textes de Kojève qui introduisent Hegel, il y a cette idée que un sujet humain doué de conscience a besoin d'être reconnu par un autre sujet. C'est l'idée de la reconnaissance intersubjective chez Hegel, l'idée qu'il y a une lutte pour cette reconnaissance et que cette lutte, c'est notamment une lutte du sujet qui passe par l'activité du travail, parce qu'en réalité, c'est pas immédiat. Parce que ma subjectivité n'est pas transparente et elle n'est pas visible à même la matérialité de mon corps. En un sens, mon corps dans sa dimension biologique et justement ne traduit pas immédiatement ma subjectivité, et donc je dois, selon Hegel, faire un essai dans ses cours d'esthétique par exemple, faire un effort pour mettre en forme donc l'opération de la parole par exemple est déjà un effort par lequel j'externalise mes pensées qui sans ça seraient secrètes, incommunicables et qui même garderaient un état de confusion, serait à l'état de fermentation, comme il le dit. Et c'est pour ça qu'il y a une critique très vive chez Hegel de l'idée que ce qui est indicible ou ineffable, ce qui ne peut pas se dire, ce qui ne s'exprime pas, serait plus profond finalement que ce qu'on arrive à dire. Il a une critique très sévère de ça en disant en fait ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est simplement ce qu'on n'a pas fait l'effort de clarifier. Et en réalité, il n'y a aucune espèce de profondeur dans l'ineffable. C'est simplement quelque chose qui est encore trop confus pour avoir trouvé les mots adéquats, en fait. Ça fait peser sur le sujet une exigence de dire dont les Viennois et les Pragois de la fin du XIXe siècle étaient assez lourdement chargés. Oui. Et les gens de la génération de Freud, de Kafka, étaient comme ça très chargés de ce surmoi, effectivement, d'être géniaux, parce que en effet, il y avait l'idée de devoir être un individu, donc de devoir s'exprimer, et sans doute que Freud aussi tentait de guérir quelque chose de cet énorme idéal d'un individu qui s'exprimerait à travers le langage d'une façon claire, parce qu'il y avait cette idée du grand homme dont la transparence à lui-même exprime la maîtrise de ses forces et de son individualité. Et Kafka aussi était intégré dans cette culture. Alors, donc, il y a Hegel, Marx, et il y a Freud qui essaie de traduire ça en langage métapsychologique, et Winnicott. Et puis il y a l'observation qu'on a de l'enfant qui a besoin de sentir que son action change. C'est ce que tu diras avec Winnicott, le monde. Winnicott, en revanche, on revient à cette partie incommunicable du self qui est le noyau dur. Pour Winnicott, la partie la plus profonde et la plus authentique de la personnalité est quelque chose qui n'entre jamais en communication avec le monde extérieur. Et qui, justement, si cette partie est fractée en un sens, c'est quelque chose qui est pour lui la plus grande violence qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais avec le besoin de sentir que la mise en jeu de quelque chose d'authentique de soi dans le monde n'est pas sans conséquence. Et que si effectivement il y a une tentative d'agir dans le monde extérieur et que ça ne trouve pas d'écho, l'enfant, l'adulte aussi, tombe dans une forme de dépression. Donc là aussi on trouve finalement quelque chose de très, très proche de... C'est la phrase de Winnicott, se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe. Bien, alors après cette introduction profuse, on rentre dans Kafka même. Alors, donc, La maladie du faux soi, ici, c'est donc le titre du livre de Margot, qui a été publié en 2023. Alors, j'avais mis comme sous-titre un petit peu ironique. Alors, chez Kafka, il y a on le verra, il y a le père, l'écriture, les femmes, le moi, le travail, la judéité qui sont présents, mais il y a très peu, il manque juste un petit peu de mère. Alors c'est aussi une manière de faire lien avec Winnicott, avec cette question du self. Bien, est-ce que j'arrive à mettre? Très bien. Alors, donc, Kafka, ça marche, a eu une enfance pas très heureuse, parce qu'il est fragile, hein. C'est un enfant qui était assez
peu à l'aise dans son corps. Il avait une fragilité qui apparaît encore dans l'âge adulte à travers certaines photos. Une sorte de manière un petit peu malhabile à habiter la concrétude du champ somatique. À l'adolescence, son inclusion dans la question de l'éros, érotique, a été soumise aussi à rude épreuve par un père, dont il parle dans la lettre au père, qu'il adressera à son père, son géniteur, sans l'envoyer finalement. Alors l'inclusion dans le champ de l'éros, de l'érotique, a été marquée par un lourd idéal paternel, qui avec pas forcément beaucoup de subtilité, l'emmène dans une maison close pour lui dire voilà, débrouille-toi. Alors c'était un petit peu quelque chose qui se pratiquait à l'époque, mais il semblerait que le personnage paternel chez Kafka était pesant, qu'il a eu beaucoup de mal à le porter sur ses épaules, et qu'il était un idéal inaccessible. Alors, peu de place pour la mère, une mère assez réservée. Oui, il en parle très peu. Ogden fait remarquer, il n'y a quasiment pas de propos relatifs à sa mère dans l'intégralité de son journal, et il en parle. Ce que dit Ogden, c'est qu'il en parle essentiellement pour dire qu'elle était très soumise à son père. C'est ça. Oui, elle était dans la boutique, elle était dans la boutique, et le père était le maître, on va dire, d'une certaine façon, et la mère était l'employée, je peux dire presque. C'est ça. Donc il y a des femmes chez Kafka, mais de mères, il n'y en a pas beaucoup dans son œuvre, on en voit à peu près jamais, effectivement, et ça reflète peut-être quelque chose d'un vécu déjà qui était présent chez lui, même si on essaie de s'éloigner d'une psychobiographie, mais de trouver quelques repères par rapport à ce qu'on avance, par rapport à cette question de révolte qui est l'essentiel de ce qui nous occupe ici. Alors, quelque chose qui a beaucoup fait parler les biographes, c'est que ses relations avec les femmes étaient compliquées et qu'il a rompu les ponts avec notamment Felice Bauer, qui avait été sa promise. Ça, il avait noué des fiançailles qui le tourmentaient beaucoup. Il se sentait un peu menacé, on peut dire. Il avait peur que le mariage soit un obstacle définitif à l'écriture. C'est ça, il avait peur de ne plus avoir de temps, de disponibilité, d'être accaparé par le couple, par les exigences de la vie domestique, comme il était déjà accaparé par son travail. Oui, parce que et par ses actions. Oui, voilà, c'est ça, ça va jamais. Enfin, mais pourtant, oui, c'est ça va jamais. Pourtant, ces biographes ont souligné que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en lisant ses lettres, où il se plaignait âprement de son travail, qui était un travail de bureau, il travaillait au service des accidents du travail, et dans une compagnie d'assurance, les accidents du travail, et il avait un travail de bureau, et il était très apprécié, semble-t-il, il faisait un très bon travail. Il a beaucoup de promotions. Il était apprécié, il était, semble-t-il, assez zélé, d'une certaine façon, dans son travail, dont par ailleurs il dit pique-pan, dont il se plaint horriblement. Dans ses lettres, il dit que c'est une souffrance, un calvaire, que c'est une perte de temps, qu'il aimerait pouvoir se consacrer à l'écriture, qu'il doit toujours trouver la nuit, le temps d'écrire, qu'il se consume. Là où, en revanche, là, il va avoir raison, c'est que on pense que malheureusement, ce travail lui a pas porté chance, parce que pendant la guerre, il est probable que c'est à son travail qu'il ait attrapé la consomption, donc le bacille, qui était, je cherche le mot, la consomption, c'est l'incubation, la maladie certains le savent, la tuberculose. Tuberculose, c'est le terme ancien pour dire tuberculose, donc le bacille de Koch, quoi. Donc on pense que c'est son lieu de travail, parce que tuberculose, c'est malheureusement quelque chose qui se transmettait par la voie, bien sûr, des postillons, de l'air, et quand il est
entré dans la guerre, il a été jugé inapte, mais il devait être, cette fois-ci, après avoir été aux accidents du travail, il devait voir défiler des soldats qui avaient été mis hors de service, hors de combat, et qui étaient certains tuberculeux, et certainement c'est là qu'il a été lui-même contaminé par la tuberculose, puisque l'accident de travail, il y en avait moins, mais il y avait la commission, il était mis au service des accidents dans l'armée, et donc il a eu une certaine raison de se plaindre de son travail, parce que c'est sans doute là, comme il y avait de la tuberculose dans l'armée, qu'il a été lui-même contaminé. Enfin, il ne s'est pas vraiment plaint de la tuberculose, en l'occurrence. C'est une autre question. C'est pas vraiment plein de la tuberculose, parce que... On a ce passage que cite Ogden juste après qui est assez fabuleux, puisqu'il parle des maux de tête et des insomnies dont il a pâti pendant des années, qui l'empêchaient de se mettre au travail, et puis il dit en donné, finalement la tuberculose est une délivrance absolue, la perspective de la mort imminente, en tout cas à relatif court terme, est une délivrance absolue. Et il dit c'est comme si mon cerveau et mes poumons avaient dialogué pendant des années et qu'à l'issue d'âpres négociations, au bout de 5 ans, les poumons avaient décidé de faire un effort pour venir en aide au cerveau, quoi. Ces niveaux d'anxiété qui étaient devenus intolérables, et en fait, vraiment la maladie, quelque chose qui le désinhibe totalement, au point d'ailleurs qu'il envisage de se marier à quelques mois de sa mort. Oui, c'est une solution à un conflit insoluble, et finalement, malheureusement, la disparition, la mort, vient comme un point d'échappatoire, comme une issue, là où la vie était une prison. Et alors, par rapport à sa relation aux femmes, on est parti un tout petit peu de là. Dans cet extrait qui est ici projeté, on voit bien que lorsqu'il parle de sa rencontre, de sa réunion officielle avec sa promise, fête de fiançailles, il se décrit comme un criminel prisonnier. Hein. Il est complètement ligoté par la vie, et ses fiançailles, c'est une expérience, plutôt sa fête du fiançailles, il la vit comme une expérience d'être totalement lié, pieds et poings liés, prisonnier, peut-être éventuellement un plaisir pour les autres, mais il pressent que ça ne va pas être très heureux non plus pour elle, et qu'en tout cas, pour lui, c'est un cauchemar. En effet, la vie au travail, ou la vie conjugale apparaît comme une impasse, comme une radicale impasse. On parlait un petit peu déjà tout à l'heure du père, c'est très célèbre, la lettre au père. On a mis un petit extrait en photo du manuscrit de cette lettre, qui n'a jamais été envoyée, et que beaucoup de gens ont lu, je suppose ici, cette lettre au père qui n'a jamais fait parvenir à son destinataire. Je crois qu'il l'a donnée à sa mère, qui a jugé bon de ne jamais la faire lire à son père. Oui, destination. Donc le vrai homme, le vrai Kafka, c'était le père. Donc le vrai homme, c'était... C'est bon, c'est bon. Le vrai homme, c'était le père, la féministe, et le Kafka, vigueur, appétit, santé, c'est lui qui l'avait, donc il externalise, on parlait d'aliénation, il externalise dans la figure paternelle l'ensemble des hypostasies, comme les philosophes, l'ensemble des qualités prêtées à la virilité, c'est ça, et lui, il ne lui reste rien. Donc il craint son propre image, il se sent, il sent que tout ce que son père a, lui, il ne l'a pas. Et que donc il est également extrêmement solitaire par rapport à un père décrit comme beaucoup plus extraverti. Alors, il y a une identification aussi à l'animal Kafka, qui veut dire, le Kafka en tchèque, c'est désigne un chouka, c'est un oiseau qui ressemble à une corneille, c'est un oiseau de la famille des corbeaux. Et voilà, il s'identifie aussi justement, alors le père corbeau, qui est comme ça l'animal, l'oiseau un peu impressionnant, et lui qui est l'oisillon déplumé, ça, complètement. Malheureusement, non, mais il y a une révolte, et en même temps, il y a une ambivalence terrible de ce fils.
il y avait eu un podcast, une série d'émissions consacrée à Kafka sur France Culture, qui parlait beaucoup de l'enfance de Kafka et qui parlait bien justement de cette relation à son père. Alors, un terme un peu psychopathologisant parfois, mais donc c'était l'été dernier, je crois, une grande traversée sur France Culture, où le point sur les dernières biographies, donc certaines récentes de Kafka, avait été fait avec beaucoup de poésie. Hein, c'est les grandes traversées où on a plusieurs heures sur le même thème, qui parlait très bien de cette lettre au père et de la relation de Kafka à son père, en des termes qui laissent quand même entrevoir une relation peu épanouissante. En effet, un peu assez difficile. Et le judaïsme, je te laisse un peu parler, je ne sais pas toujours. La judaïté également. Oui, non, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Oui, il y a ce passage, effectivement. Il y a Marthe Robert, qui dans les années 70-80 était une critique célèbre, psychanalytique et littéraire, qui reste quand même quelqu'un d'assez connu, un petit peu, dont le nom est connu, qui a écrit un ouvrage sur la solitude de Kafka, et en centrant notamment sa lecture sur une question générationnelle. Kafka participait d'une génération à moitié prise dans l'émancipation et encore à moitié, disons, fidèle à une tradition assez fixe, une judaïté traditionnelle, comme Freud, comme d'autres, comme beaucoup d'autres. Ce qui est en lien avec la relation avec son père qu'on évoquait juste avant, oui. C'est Stéphane Moses qui le fait remarquer, c'est que il reproche à son père de ne pas lui avoir transmis la loi, c'est-à-dire finalement non pas tellement de l'avoir écrasé avec un patrimoine juif, mais de ne rien lui avoir donné de substantiel, en fait qu'il ait pu trouver crédible, et il raconte un petit peu la bouffonnerie de certaines fêtes juives, le fou rire qu'il a eu un jour à la synagogue avec ses sœurs, enfin quelque chose aussi, parce que tout ça pour lui... Mais c'est très générationnel. Et là, on peut croiser... au père et moi d'avoir été écrasant, en l'occurrence, que de ne pas lui avoir transmis quelque chose. Alors, en fait, ça, c'est aussi un petit peu l'ambivalence de... Oui. On peut avoir une lecture, si on a une lecture lacanienne, on peut dire effectivement la loi dans sa dimension symbolique. Ici, si on a une lecture très psychanalytique et extrêmement centrée réellement ici sur la vie psychique, on dira en effet c'est l'échec d'une transmission symbolique de la loi, c'est lecture par le père. Alors là, on est vraiment dans du lacanisme pur et dur, mais on peut avoir quelque chose d'un peu plus ouvert, où on voit que cette difficulté, et d'ailleurs il l'écrit dans une de ses textes, qu'ils ont c'est comme des animaux, sa génération, qui sont les deux pieds, les deux pattes avant dans la modernité et les deux pattes arrière encore dans la tradition. Mais Freud, finalement, qui vit dans les mêmes années, il vivra la même expérience, et de nombreux autres, finalement, qui sont au niveau ici culturel, générationnel, pris entre une tradition et une émancipation. C'est l'époque où les débats font rage entre ceux qui prônent une fidélité à la tradition, ceux qui prônent plutôt justement une entrée dans la modernité. Enfin, on est pris dans des conflictualités qui sont extrêmement vives. Et Kafka, lui, il le vit. Alors, là, il y a sans doute une syrodétermination individuelle. Lui, il le vit à son propre compte, quoi. Lui, il le vit pas comme une question théorique qu'il pourrait discuter ou débattre sur un plan idéologique ou sur un plan théorique, mais lui, il le vit dans le corps même. Donc c'est là qu'il y a un destin singulier, que lui, il y est pris à corps défendant aussi, dans son âme et dans sa concrétude physique. Donc, il s'interroge sur sa place à ce niveau-là dans le groupe, dans le collectif, dans la collectivité, et sur ses moyens de trouver un lieu. Dans les mêmes années, beaucoup d'autres se posent les mêmes questions. On peut penser là
je suis en train de lire, de me réintéresser à Walter Benjamin, à Gershom Scholem, à bien d'autres. Les intellectuels juifs de cette époque se posent les mêmes questions. C'est les années où des débats font rage. Mais Kafka, lui, il le vit comme son destin à lui. Et c'est ça qui est effectivement quand même quelque part intéressant, qui lui donne sa richesse intérieure en même temps que ça va être un fardeau très lourd. Et son lieu, finalement, son lieu qu'il invente, qu'il doit inventer, c'est la littérature, c'est l'écriture. Il arrive à trouver un espace avec un groupe d'auteurs, de textes. Ils sont 4, hein, donc les 4 de Prague, dont Max Brod est d'abord le plus fameux, en fait. Son ami, son confident, son héritier littéraire, puisque ce sera celui qui recevra l'héritage de Kafka. Max Brod est d'abord celui qui est un peu plus connu, un peu plus en avant, et finalement Max Brod, qui rencontre à l'université, Max Brod se rend compte petit à petit que Kafka est peut-être plus doué que lui, en tout cas Max Brod admire ce que Kafka écrit, et petit à petit il va un peu s'effacer, ou effacer sa fibre littéraire. Max Brod, ça va être l'ami qui va s'effacer au profit de Kafka. Enfin, s'effacer. Il aura quand même une certaine notoriété littéraire. C'est quelqu'un qui était à l'époque assez célèbre en tant que passeur de textes. Donc il a été le passeur du texte de Kafka, mais il a aussi été un critique littéraire à l'époque assez célèbre. Donc, sa biographie de Kafka, c'est la première biographie de Kafka. Mais par ailleurs, il était aussi quelqu'un qui a œuvré à la transmission de la littérature tchèque dans l'après-guerre, et il était tout à fait reconnu par ailleurs. Donc c'était un effacement tout relatif. Mais c'est là que Kafka a trouvé un lieu d'expression, une famille de substitution, un espace quand même où il pouvait un petit peu respirer. Et donc Max Brod, c'est grâce à lui que les manuscrits de Kafka nous ont été transmis, du moins ceux que lui, Kafka, aurait bien voulu voir détruits, parce qu'il ne les avait pas encore publiés, et que Max Brod lui a fait comprendre qu'il n'en ferait rien, déjà avant sa mort. Max Brod avait déjà déclaré avant la mort de Kafka. Oui, alors raison pour laquelle il doute du fait que Kafka voulait vraiment que ses manuscrits soient détruits, puisqu'il lui avait déjà donné l'avertissement qu'il ne satisferait pas ce vœu, si jamais Kafka lui formulait, et à la fin, il le donnait, voilà. Mais avec la consigne particulière de ne pas détruire la nouvelle Un artiste de la fin parmi quelques autres qui étaient acceptables, même si elles ne devaient pas être rééditées. Mais il fallait en tout cas détruire le procès, le château, enfin les manuscrits des romans. Cette nouvelle faisait partie des 4 nouvelles, je crois, en effet, dont il avait décidé qu'elles étaient suffisamment parfaites, question de perfection formelle, pour ne pas être détruites. Mais en effet, Kafka avait été averti par Max Brod que Max Brod ne respecterait pas son souhait d'effacer les textes jugé imparfait, donc il était peut-être content. Il y a une ambivalence. Donc, on voit, c'est tout à fait en lien ici avec ce qu'on dit, cette ambivalence très forte de Kafka, une conflictualité extrêmement vive. En même temps, il a trouvé un espace littéraire et il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Il est très cruel envers lui-même. Il a une cruauté qui fait rage dans son esprit. Il est dans un mélange d'humour noir vis-à-vis de lui-même, d'ironie cinglante, de grande cruauté. Il y a cette formule célèbre chez Kafka qui dit dans le combat entre toi et le monde, choisis le monde. C'est-à-dire, c'est effectivement, mets ton narcissisme de côté, et puis il faut juger que c'est les autres qui ont raison. Donc, peut-être une ombre portée, une mélancolie, une ombre portée
la figure paternelle qui n'a pas donné beaucoup de confiance en soi à Kafka, mais qui lui a donné, par contre, un grand humour, un humour très grinçant, très, très, très dur. Bon, on dit qu'il riait en lisant ses nouvelles. Bon, il était très, comment dire, ironique. Ça transparaît aussi à travers des dessins, puisque des dessins de lui ont été retrouvés, ont été publiés, où il apparaît comme une figurine, le personnage apparaît comme une figurine toujours frêle, toujours assez écrasée par le destin, et finalement vulnérable, finalement presque en voie de disparition, en voie d'effacement. Et ce que tu... Oui. Oui. On n'est plus vraiment là. Où est-ce qu'on est? Enfin, on n'est pas vraiment quelque... Oui, ça c'est déjà... Si, on est là. Est-ce que tu penses que... Pardon, je t'ai coupé. Non. Par rapport à cette question, c'est ce que tu disais, que la dernière des femmes qu'il va rencontrer, bon, finalement, elle lui donne un peu la clé aussi, alors, bon, parce que il en a pas pour très longtemps, il n'en a plus pour très longtemps, mais aussi parce qu'elle ne s'intéresse pas du tout à la littérature, alors que les autres étaient plutôt des intellectuels, semble-t-il. Enfin, les autres, ses précédentes fiancées étaient plutôt des intellectuels. Félix, pas vraiment. Elle était lettrée, je crois. Il me semble, non bon, là, il trouve une relation possible vers la fin de sa vie avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ses textes. Bon. Alors, bon, nous avons mis quelques extraits de ces journaux. Les journaux ont été traduits. Il y a ici une version complète de ces journaux qui est intéressante parce que c'est réellement intégral et c'est un travail assez récent. Il s'oppose de manière très vive à l'idée, à la psychologie, pas la psychologie, non, l'idée d'expliquer. Il ne veut pas expliquer, il ne veut pas prendre un parti pris d'auto-observation où on expliquerait un état d'esprit par un autre ou une séquence par une autre. Donc ce que Kafka, dans son style, veut représenter, c'est l'imprévisibilité, la soudaineté, le fait que des images oniriques viennent à l'esprit. Il tient beaucoup à ne pas contextualiser et à maintenir dans leur caractère énigmatique ce que des songes vécus un petit peu sur un mode de révélation, finalement, peuvent avoir de tout à fait contraignant aussi, de s'imposer à lui. Alors, il a dans sa manière de décrire, donc quelque chose, on peut dire, de prophétique, dans la mesure où il n'explique pas, mais il révèle. Il expose, mais il ne fait pas de lien de causalité. Il ne dit pas parce que, car, c'est pourquoi. Il maintient les événements séparés dans une séparation dont le lecteur doit bien se débrouiller et avec laquelle on a à se débattre. C'était un parti pris donc de sa manière aussi de penser. Il ne voulait pas qu'on reconnaisse l'unité du psychisme comme quelque chose qui se laisserait cerner en termes causaux. On fait ça parce qu'on fait ceci, on est ici parce qu'on a été là. Pour Kafka, le grand secret de la littérature était de renoncer ou de refuser ce genre de facilité-là. Alors, cette nuance près, on verra à la fin de la nouvelle, mais il y a justement un élément d'explication qui apparaît dans le dialogue final avec le gardien, avec le surveillant du cirque, qui est quelque chose qui surprend Ogden d'ailleurs, parce que j'ai relu son article et qui le surprend parce que d'un seul coup on passe de quelque chose de très descriptif, de purement narratif, où il n'y a effectivement aucune donnée d'auto-observation, d'auto-analyse,
à cette espèce de clé de l'énigme qui est livrée dans un registre causal, en fait, à la fin de la nouvelle. Hein. C'est parce que je n'ai pas trouvé mon aliment. Enfin, on y reviendra, mais pour le coup, cette nouvelle dont il était satisfait a quand même... C'est peut-être pour ça que la psychanalyse a pu se ressaisir de cette nouvelle beaucoup plus que des autres. Oui, c'est vrai. Oui. C'est peut-être comme une dernière confession aussi, parce que on verra, c'est vraiment la dernière nouvelle, enfin, à certains égards, il rend lui-même son dernier souffle. Hein. Il est mort quelques jours après avoir relu les épreuves. C'est ça. Quelque chose d'un aveu. Hein. C'est le dernier moment de sa trajectoire, alors, un bref retour en arrière. Donc sur le bord hein, de l'article littéralement de la mort, effectivement, mais il s'autorise à réintroduire un sens de la continuité, un aspect de retour en arrière, de regard rétrospectif, alors que c'est tout à fait absent. Sinon, voilà, dans le procès, on ne sait rien du héros, on ne sait rien. Dans le procès de son passé, on découvre un petit peu des petites parcelles, mais c'est extrêmement... Dans le procès, on ne sait que ce qui se passe sous nos yeux. Il n'y a ni psychologie, ni explication, ni biographie du personnage. Là, effectivement, dans cette nouvelle, à la fin du jeune heure, à la fin un artiste de la fin, il y a un élément biographique qui éclaire, qui jette une toute petite lueur tremblotante sur le passé. Alors, bon, je vais passer un peu cette fiche, parce que c'est justement des choses dont nous avons déjà parlé, sur le fait que Kafka avait voulu détruire son œuvre, et qu'il a choisi Max Brod de désobéir, et qu'il avait prévenu qu'il désobéirait. On a ici des photos de Max Brod avec Kafka, occasion de souligner que Kafka avait aussi un amour de la vie, il était aussi quelqu'un de très vivant, c'est Max Brod qui le dit, ce sont ses connaissances qui le disent, il n'était pas quelqu'un de totalement reclus, il sortait, il vivait, il évoluait, il faisait du sport, il était plutôt sportif, semble-t-il. Il avait donc un humour grinçant, mais il faisait des voyages, il était ouvert sur la vie. Hein. C'était quelqu'un qui, malgré la conflictualité très vive qui le transperçait, avait une capacité à s'enfuir de lui-même, et il a fait œuvre littéraire aussi grâce à ça, grâce à cette ouverture sur la modernité, sur les enjeux de son époque. À travers le monde et ses transformations, il a eu cette sensibilité avant-gardiste à ce que le monde était en train de traverser comme conflit insoluble, et sans doute là aussi une résonance intime et personnelle entre ses propres conflits et les dissensions à l'œuvre dans le monde, qui ont permis de voir en lui un précurseur de la littérature sur le totalitarisme, sur les diverses impasses que le XXe siècle allait rencontrer au cours de son déploiement. Ici, c'est un extrait du film Le Procès d'Orson Welles, certains ont reconnu. Donc Orson Welles s'est ressaisi de l'œuvre de Kafka, du procès. C'est un... Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un bon film, hein. C'est un bon film, je te conseille. C'est un film d'Orson Welles, c'est un bon film. Alors je peux témoigner de l'avoir étudié en terminale pour le bac de littérature, donc j'ai connu ça. Mais c'est un film qui est assez réussi. Une mise en scène assez saccadée, justement, qui correspond bien au style de Kafka, lui aussi, je dirais, de ce côté très saccadé. Alors, Orson Welles aussi avait cette manière de filmer sans expliquer, mais en coupant là où il y aurait de la psychologisation, en coupant là où il y aurait des liaisons, en faisant des séquences qui ne sont pas liées entre elles, mais qui le sont évidemment. Et donc ce film, à partir du procès, est extrêmement poignant, très, 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 très réussi, je crois.
C'est un des très bons films d'adaptation d'une œuvre littéraire, selon moi. Il y en a, heureusement. Alors, l'artiste de la fin, donc il a écrit en 1922, et donc lui-même mourait de faim. Enfin, puisqu'il était tuberculeux, il ne pouvait plus s'alimenter. Donc c'est une résonance biographique, autobiographique très, très forte. C'est le moment où il était déjà sur son lit de mort, on peut dire ça comme ça, à l'article de la mort. Et donc le témoignage ici de Max Brod, le témoignage de son médecin, Klopstock, qui décrit l'état physique de Kafka. Kafka était à ce moment-là dans un état où il mourait littéralement de faim, donc son ami et médecin s'étonne que Kafka ait encore trouvé la force et la maîtrise de soi nécessaire pour rédiger, pour relire les épreuves de cette nouvelle. Et il témoigne aussi de l'émotion bouleversante de Kafka qui sanglote, qui pleure, lorsque il se trouve en présence de la dernière version, de la correction de cette nouvelle. Bon, il y a quelque chose de testamentaire, quelque chose d'une émotion qui surgit. On peut dire aussi c'est le corps qui à ce moment-là qui revient, le corps dans ce dernier moment où il est en train de relire, alors qu'il est en train de mourir littéralement de la tuberculose, cette nouvelle, il y a le corps qui se réaffirme à travers l'émotion qui le submerge. Ici, une émotion très, très violente, on peut dire, quelque chose qui le traverse entièrement, qui vient le submerger. Donc l'artiste de la fin, bien sûr, c'est lui, et ce n'est pas lui, c'est une projection de quelque chose, un fragment d'une parcelle de lui-même qu'il va trouver en lui-même et qu'il essaie d'extérioriser. C'est une extériorisation réussie, peut-être. On connaît, vous connaissez d'autres de ses œuvres, de Kafka, la métamorphose, le procès dont j'ai parlé, la colonie pénitentiaire, ce sont des mondes tourmentés où le héros, le protagoniste principal, n'est jamais exactement identique à lui-même, il est toujours pris dans un processus, il est toujours pris dans une transformation, toujours en train de devenir autre chose qu'il ne croyait être, ou d'assister à quelque chose dont il ne peut pas réellement avoir le dernier mot. Et donc c'est un processus qui ne s'achève pas réellement et qui est soit vécu, soit quelque chose à quoi il assiste. Mais en tout cas, il n'y a pas de conclusion, donc il n'y a pas de réel savoir qui se dégage au sens d'un savoir qu'on pourrait compiler. Ça ouvre à l'interprétation, ça ouvre aux commentaires, ça ouvre à la reprise par chaque époque, ce qui fait une œuvre classique, ça ouvre à la reprise par chaque époque de ces textes qui ensuite peuvent être donc ressaisis à travers ce que chacun peut y apporter. Bon. Un artiste de la fin. Le début de la nouvelle décrit un grand spectacle du jeune, un grand spectacle de la maîtrise de soi par l'artiste de la fin, qui est un jeuneur professionnel. Ici, il s'agit de la couverture de l'une des versions françaises du livre. Donc, toute la ville s'occupe du jeuneur dans sa période de gloire. C'est une figure qui fait de son spectacle en fait, de jeune une gloire réussie, un succès, une exhibition. Le jeuneur est une célébrité grâce à ce talent qu'il a de jeûner.
Donc le jeûneur fait partie aussi d'une tradition, puisqu'il n'est qu'un jeûneur parmi d'autres, il est un membre, un représentant d'une certaine profession, et il est reconnu, il est intégré, il est admiré. On pourrait dire aussi il est surveillé, parce que justement c'est protocolisé, il y a tout un système qui fait qu'il y a des gardiens qui surveillent qu'il ne mange pas, qu'il respecte son jeûne. C'est une épreuve réussie, c'est une épreuve qu'il surmonte avec l'aide d'un impresario, donc il est intégré dans un système professionnel. Bon, alors il y a une exhibition de soi aussi. Il se montre, il est en train de s'exhiber. Donc il est lui-même l'objet de sa propre monstration, il se présente au monde, mais au début de la nouvelle, il se présente au monde dans tout l'éclat de son talent, tout l'éclat de sa réussite, dans une sorte de jouissance inentamée, si on peut dire. Il est dans une sorte de plénitude de ses moyens et de son image. Les enfants viennent le voir et il réussit à trôner, quelque part à régner au-dessus de son public, comme sur son royaume, son domaine. Donc l'artiste de la fin, au début de sa carrière, si on peut dire, est pris dans un système, dans un star system, c'est un influenceur dans les réseaux sociaux. Le dispositif lui permet donc de tirer parti de son talent, de sa spécificité, de sa caractéristique, et il accueille autrui en faisant place aux gardiens qui surveillent qu'il est effectivement bien en train de jeûner, donc qui peut plaisanter avec eux, et il y a donc une sorte de cadre. J'ai mis beaucoup d'images choisies. Nous avons choisi quelques illustrations, des cages, aussi à la fois l'enfermement, mais ici un enfermement choisi, et la transparence. C'est une transparence, une illustration. Ouais. Bon, mais il y a la tension vers l'infini. Il y a le désir de plus qui va peut-être le perdre, sans doute. Non, il y a un désir d'en montrer encore plus, donc de réussir encore mieux, puisqu'il est insatisfait aussi, peut-être que justement tout son talent tout ça, ne tient qu'au fait qu'il sait qu'il pourrait faire mieux, qu'il sait qu'il pourrait faire plus, et il va sauter le pas, puisqu'il va décider d'en faire davantage, en jeûnant cette fois-ci jusqu'au bout, en jeûnant sans limite. C'est son impresario, son attaché de presse, qui lui fixe une limite, qui lui permet de respecter un petit peu un certain cadre, mais il va triompher et s'émanciper de cette limite en disant non, je peux mieux, je peux plus, je peux davantage que 40 jours qui était le temps assigné à ces représentations. Il n'y a pas vraiment triompher de cette limite, c'est plus que la foule se désintéressant totalement de son jeûne, à la fin il est libre de jeûner en fait jusqu'à plus soif, il n'a plus aucune espèce de contrainte, mais il n'y a pas un moment de la nouvelle où il s'émancipe de ça. C'est, donc le cadre dont tu parlais... Le cadre, oui, ça c'est le début du coup de l'article. Bon bref, le cadre dont tu parlais, qui est effectivement fixé par son impresario et aussi par le fait que des surveillants la nuit viennent vérifier qu'il ne s'alimente pas.
est en réalité un cadre. Les autres l'invitent à la transgression en lui laissant des moments justement pour s'alimenter. Les surveillants sont assez complaisants et lui est très frustré de cette situation puisqu'en réalité il est déjà frustré. D'accord. Il est très frustré de cette situation puisque il n'a pas envie de transgresser et que ces occasions de liberté, de transgression qu'on lui offre rendent pour lui son jeûne particulièrement intolérable. Donc il a envie de montrer justement qu'il peut exceller dans l'austérité, dans la rigueur, bien au-delà de ce dont les autres le pensent capable, son impresario compris, qui lui fixe cette limite de 40 jours, et les autres qui pensent que la nuit, il essaie de se nourrir en cachette. Il y a donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a une complaisance du réel, on dirait là en clinique, à un moment donné où ce qui était déjà en germe comme volonté chez lui de jeûner jusqu'au bout, vient rencontrer une possibilité concrète dans la réalité d'être mise en œuvre, parce que les autres, en fait, se désintéressent de lui et qu'il peut y aller, c'est ça? Oui, il y a en fait, la nouvelle commence avec le fait que le monde a changé et que, justement, le monde qu'il a connu avant, dans lequel le jeûne était encore, ce jeûne marathonien, ces concours de jeûne étaient quelque chose qui fascinait un petit peu les foules, d'ailleurs, davantage par fascination morbide qu'autre chose, mais enfin, ça suscitait justement son exhibitionnisme appelé à ce moment-là un public voyeur et ça n'est plus le cas et donc à mesure qu'il est totalement délaissé dans sa cage et que tout le monde en oublie jusqu'à l'existence, il peut jeûner effectivement autant qu'il le souhaite, comme il avait toujours dit qu'il en était capable bien que personne ne le croyait. Et à ce moment-là, il n'y a même plus personne pour consigner en fait le nombre de jours, et donc il bat ses propres records, mais il n'y a même plus quelqu'un pour enregistrer le fait qu'il a battu son record. Et donc il se retrouve dans cette situation qui m'intéressait particulièrement, où il n'a plus aucun témoin de son propre jeûne. En fait, dans la première situation, de toute façon, comme il le remarque, comme personne ne peut rester jour et nuit à ses côtés, le narrateur fait déjà remarquer que de toute façon le jeûneur est le seul à pouvoir prendre la mesure de son propre jeûne, puisque c'est le seul qui, du point de vue de la temporalité réelle, mais les autres ne peuvent enregistrer que des fragments de jeûne. Le regard de l'autre le limite, en tout cas tant qu'il y a des témoins, il est paradoxalement limité dans son exhibition par la présence d'autrui. Il est limité, oui, dans son exhibition par la présence d'autrui. Mais quand il est le témoin de son propre jeûne et qu'il peut encore enregistrer les jours, il n'est pas non plus satisfait de ce jeûne. Et en fait, moi, c'est un peu la raison de cette insatisfaction qui m'intéressait. Et de toute façon, même quand il n'est plus limité par le regard des autres à la fin de la nouvelle, c'est le moment où il peut révéler le cœur de sa tragédie personnelle en un sens, et la raison pour laquelle ce jeûne n'a jamais été pour lui qu'une sorte de pis-aller. Mais je peux peut-être commencer un petit peu dans l'ordre, je sais pas si... Alors oui, au début, j'ai relu cette nouvelle. Déjà vraiment à la fin de mes recherches, je me suis aperçue que c'était vraiment une mise en forme littéraire assez géniale en fait, toute l'énigme de l'anorexie mentale, mais qui est ici formulée avec une grande concision, et en fait il y a cette ambivalence du jeûneur dès le départ, puisque il est très frustré du fait de ne pas être pris au sérieux, et il a besoin que sa disposition à s'abstenir de manger, en fait, qui est une disposition que lui considère un peu, donc il veut qu'elle soit reconnue comme surnaturelle, justement, surhumaine, il a besoin que tout ça fasse l'objet d'une certaine admiration. Il a besoin aussi que les autres cessent de l'inviter à transgresser son jeûne, que son impresario ne lui fixe plus ses restrictions, parce qu'il se sent capable de jeûner indéfiniment. Donc il y a quelque chose d'assez grandiose effectivement dans le discours du jeûneur, mais en même temps qu'il y a ce discours, il y a cette sorte de délire de grandeur, il y a une dépréciation du jeûne, qu'il est le premier à faire, mais qui est finalement quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et c'est peut-être ce qui fait l'objet d'une
une incompréhension encore plus douloureuse pour lui que la première chose, c'est-à-dire que en fait les autres ne prennent pas au sérieux l'austérité ou le degré d'ascèse dont il est capable, mais ce que les autres comprennent encore moins, c'est que finalement son jeûne ne vaut pas grand-chose et qu'il est le premier à en être conscient. Et à un moment donné, il l'exprime en disant il était le seul à savoir au fond à quel point il était facile de jeûner. Et ça, c'est... les autres ne comprennent pas. C'est la première fois que je suis sensible à ça, mais ça renvoie à l'absence d'un miroir. Mini-quotidiennement, oui. Effectivement, un miroir maternel, dirait-on mini-quotidiennement, le miroir du regard maternel qui renvoie quelque chose à l'enfant, de sa propre intériorité. J'avais jamais été. C'est ce que je dis à la fin sur le vrai self et le faux self, effectivement. Déjà là, c'est effectivement quelque chose qui est exprimé. Ouais. Est-ce que je peux juste rapprocher pour passer, oui. Parce que là, c'est quand même je peux le faire. Sinon, oui. Oui. Bon, donc là, il y a effectivement ce thème chez Kafka qui est... Je ne sais pas si on n'a pas débranché quelque chose là. Non, c'est bon. Ce thème qui est très kafkaïen, effectivement, d'une distorsion des causes et des effets dont le personnage se retrouve un petit peu la victime implacable et qui est trop décourageante pour qu'on puisse lutter contre. Donc là, il y a déjà cet impresario qui prétend qu'il ne peut pas jeûner au-delà de 40 jours et qui montre, pour le prouver, des photos du jeûneur à la fin de son jeûne, à la fin des 40 jours, où il est tellement exsangue, tellement décharné que c'est la preuve qu'il ne pourrait pas aller au-delà. Sauf que lui dit en réalité, il est exsangue, déprimé, neurasthénique à ce moment-là parce qu'il sait que son jeûne est sur le point de s'interrompre. Et donc, comme il a dit, effectivement, ce qui était la conséquence de l'interruption prématurée du jeûne était présenté comme en étant la cause, cette incompréhension, ce monde d'incompréhension impossible de lutter contre. Et donc, mais voilà, comme je disais, finalement, l'objet d'incompréhension le plus profond, c'est surtout... non pas seulement que le jeûne puisse être pratiqué donc avec ce niveau d'intégrité, de rigueur, mais qu'il soit facile en réalité pour le jeûneur. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que ça veut dire en fait que son jeûne soit pour lui à ce point facile. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de paranoïa dans le personnage du jeûneur où il ne veut pas être considéré comme un tricheur, il ne veut pas être considéré comme quelqu'un qui arnaque le monde. D'ailleurs, il y a ce passage en disant mais ce n'est pas lui qui trompait son monde, c'est le monde qui lui volait son salaire. Ce qui est là aussi très marxien, parce que du coup, il y a cette dimension qu'on retrouvera d'aliénation dans son travail. Donc il ne veut pas être considéré comme un tricheur, mais en même temps, au plus profond de lui-même, il considère que son jeûne, cette ascèse, finalement, est une opération de tricherie. C'est-à-dire que c'est finalement la supercherie qu'il a trouvée lui-même pour traverser l'existence de la façon la moins douloureuse possible. Et donc finalement... C'est assez intéressant d'ailleurs sur le complexe d'imposture en lui-même ou sur le fait d'avoir peur d'être perçu comme un... En anglais, le mot là dans l'article, c'est Freud dans l'article d'Ogden, un tricheur, une baudruche, un imposteur, un imposteur. C'est que finalement... celui qui a peur d'être vu comme un imposteur socialement en a peur parce qu'il se considère lui-même comme un imposteur, mais pour d'autres raisons que celles pour lesquelles socialement il pourrait être considéré comme tel. Et donc, mais il y a toujours cette... au fond, quand même, cette angoisse est une projection sur le monde de ce qu'il pense de lui, mais pour des raisons qui sont totalement inaccessibles, peut-être au monde et peut-être même à sa conscience, parce que trop difficile à s'avouer. Ogden a centré tout son article là-dessus d'ailleurs, sur ce cadeau un peu empoisonné de la conscience, et jusqu'à quel point un sujet peut tolérer d'être conscient de lui-même. Pour lui, c'est un petit peu le fil rouge de l'article. Et donc, oui. Il n'a pas d'obstacle intérieur, parce que le miroir intérieur est ce qui permet aussi de se percevoir comme limité, mais d'accepter aussi sans doute une partie de cette limite, avec tout ce que ça a d'illusoire. Alors soit on se croit pas un imposteur, mais
on se conclut dans un mirage, soit on n'a pas d'image, et finalement on n'a pas non plus de reflet et pas de support, ce support projectif qui permet de délimiter un petit peu un espace du corps et un espace aussi pour la pensée dans le monde, et donc un lieu, un endroit pour s'appuyer quelque part dans l'espace, effectivement. Alors, ça reprend essentiellement ce que j'avais dit à la séance précédente, effectivement, sur le travail aliéné. Pourquoi, en fait, finalement, son jeune le condamne à ne pas pouvoir être reconnu? Essentiellement parce que, du coup, il se retrouve dans c'est-à-dire que c'est un artiste de la fin, en fait, toute l'ambiguïté est comprise dans le titre, parce que c'est un art quand même un petit peu particulier, que celui qui consiste à jeûner, et Ogden fait remarquer qu'il n'y a pas de dimension d'expressivité, justement, d'une sensibilité esthétique personnelle, originale, dans la pratique du jeûne. En réalité, la pratique du jeûne est totalement anonyme. Vidé de toute espèce d'idiosyncrasie. Donc, ce jeûne ne peut qu'être une pratique frustrante. En réalité, il ne peut pas être reconnu pour quelque chose qui lui est propre, en fait, à travers ce jeûne. Donc, il peut susciter la fascination, l'admiration, faire appel à des pulsions voyeuristes, mais en vérité, il ne peut pas être reconnu comme un individu singulier. Et comme je l'ai déjà dit, effectivement, il est de toute façon le seul à pouvoir mesurer, quantifier en réalité son jeûne. Donc, structurellement, le jeûne le met dans une position où il n'a pas d'autre témoin que lui-même. Ce qui fait que justement, il n'y a pas cette dimension d'intersubjectivité et qu'il y a quelque chose qui est en circuit totalement clos, effectivement, où il n'y a pas non plus... Oui, bien sûr, la mère comme miroir, ça on y reviendra à la fin pour la question du faux self et du vrai self, mais donc ce qui m'intéresse, je regarde juste quelque chose parce que oui, voilà, ça c'est... Alors, voilà. Donc il est dans cette espèce de rencontre manquée avec son public qui suscite beaucoup de contrariétés. De toute façon, le public se désintéresse de lui. Peu à peu, il est transféré dans un cirque. Il se retrouve sur une espèce de fétu de paille au fond d'une cage dans un cirque et plus personne ne s'intéresse à lui. Les enfants vont plutôt voir les animaux autour. Et à la fin de la nouvelle, un gardien qui passe le remarque. Et donc il y a ce dialogue qu'on peut lire quand même parce qu'il est assez décisif, où le gardien lui dit « Tu jeûnes toujours ?» Enfin, l'inspecteur dit dans la traduction « Quand vas-tu enfin cesser ?» Pardonnez-moi tous, dit le jeûneur. Seul l'inspecteur qui avait mis l'oreille contre la grille comprit ce qu'il disait. « Bien sûr, dit l'inspecteur en portant le doigt à son front pour indiquer au personnel l'état dans lequel se trouvait le jeûneur. « Bien sûr, nous te pardonnons. »« J'ai toujours voulu que vous admiriez mon jeûne, dit le jeûneur. »« Mais nous l'admirons, dit l'inspecteur prévenant. »« Mais il ne faut pas l'admirer, dit le jeûneur. »« Bon, dans ce cas-là, nous ne l'admirons pas, dit l'inspecteur. Et pourquoi ne faut-il pas l'admirer ? »« Parce que je suis forcé d'avoir faim. Je ne peux pas faire autrement, dit le jeûneur. »« Voyez-vous cela, dit l'inspecteur, et pourquoi ne peux-tu pas faire autrement ? » Parce que, dit le jeûneur, en soulevant un peu sa petite tête et en avançant les lèvres comme s'il voulait donner un baiser, il parlait à l'oreille de l'inspecteur, afin qu'aucune de ses paroles ne se perdît. Parce que je n'ai pas pu trouver d'aliments qui me plaisent. Si j'en avais trouvé un, crois-moi, je n'aurais pas fait tant de façons et je m'en serais repu comme toi et les autres. Ce furent ses derniers mots, mais dans ses yeux mourants demeurait encore la conviction toujours assurée, mais maintenant dénuée de fierté, qu'il continuait à jeûner. Bon, il y a quelques variations au niveau de la traduction, je m'étais habituée à une autre, mais je suis forcée d'avoir faim, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est en allemand, mais... bon, bref, enfin... Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il ne peut pas faire autrement. Et alors, donc c'est là que En fait, finalement, ça livre un petit peu la clé de ce qui lui donne à lui un sentiment d'imposture. C'est que finalement... il dit, moi j'ai jamais trouvé un moyen d'avoir du plaisir dans l'existence, je n'ai pas trouvé une nourriture
symbolique ou matériel qui soit propre à satisfaire mon désir. Et en réalité, si j'avais trouvé cette nourriture, si j'avais pu jouir de quelque chose dans l'existence, eh bien, je me serais gavée comme tous les autres et je n'aurais pas pratiqué le jeûne. Et donc, en un sens, finalement, le jeûneur a-t-il seulement du mérite à pratiquer son jeûne, puisque on peut supposer que dans l'ascèse réelle, ce qui rend le sujet ascétique méritant, c'est de se priver d'une chose dont il a positivement joui auparavant, une chose qui lui a donné une expérience agréable auparavant. C'est des questions presque canoniques de la doctrine romaine. Et on peut se demander si les gens, si finalement les caractères ascétiques ne sont pas des tempéraments mélancoliques dès le départ, c'est-à-dire que finalement, en tout cas ici dans la nouvelle, pour que ce soit de l'héroïsme, pour que ce soit vraiment une prouesse, il aurait fallu finalement qu'il aime l'existence avant que de jeûner, avant que de s'en priver. Mais dans la tradition occidentale catholique, voilà, il y a ce débat. Et c'est pour ça d'ailleurs que même dans les débats sur la sainteté, dans les débats sur les religieuses, sur les religieux, il y a souvent une attention portée aux docteurs de l'Église sur la distinction entre la vertu véritable et la mélancolie. On trouve encore au XVIe siècle des débats sur les fausses saintetés qui sont en fait des vraies maladies et une attention des docteurs de l'Église et des saints et des saintes à ne pas faire correspondre la pathologie mélancolique avec la dévotion. Oui, mais qui est très, très attentif à ça, très pointilleux. C'est un petit peu l'enjeu, là, effectivement. C'est exactement l'enjeu, même. Et c'est d'ailleurs ce qui donne aussi, même à la mort de Simone Veil, un petit peu son caractère ambivalent pour les mêmes raisons, puisqu'on ne sait pas vraiment si cette mort est une délivrance et une façon de se soustraire à quelque chose d'intolérable dans la vie, ou si c'est vraiment une forme d'abandon à Dieu qui va jusqu'à la disparition de soi, la dissolution totale du jeu, de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'ego, de l'affirmation subjective, mais il y a quand même cette ambivalence qui est marquée, puisqu'il y a une consolation évidente dans le fait de s'abandonner à Dieu et de se soustraire à cette espèce de justement l'effacement des limites, conscience douloureuse de soi. L'effacement des limites, il est présent dans la nouvelle par l'effacement du temps qui passe plus, puisque l'horloge a arrêté de tourner, le temps s'est arrêté. Effectivement, l'effacement aussi de l'inscription par les gardiens du nombre de jours jeûnés. Donc, le jeûneur, l'artiste de la fin, est seul dans un temps qui finit par ne plus passer, qui s'éternise. Oui. Dans l'espace, on a l'espace désertique des ascètes qui se réfugient dans le désert, qui est finalement la figure aussi spatialisée de cette durée qui se fixe, qui s'éternise. Moment où la vie arrive en un point où il n'y a finalement plus ni d'espace ni de temps, parce que ça se cristallise dans un instant fixe en fait. Et Ogden remarque, il est choqué, d'ailleurs un petit peu très comme ça spontané, par le fait que l'artiste de la fin, le jeûneur, donc possède ce regard très trivial sur les jouissances communes, sur les jouissances des hommes qui se gavent, dit-il, de nourriture. Et Ogden est... Oui, alors il est choqué par le fait que dans le dialogue précédent, il remarque que... Alors, je trouve que c'est pas très manifeste dans cette traduction, qui est un peu rude. Mais, par exemple, dans la traduction anglaise, qui est celle à partir de laquelle Ogden travaille, quand il dit il faut pas admirer ce jeune, en fait, il dit, l'inspecteur lui répond voyez-vous cela, voilà, il ne répond pas voyez-vous cela et pourquoi ne peux-tu pas faire autrement, il lui dit what a fellow you are. Et en fait Ogden dit qu'il y a de l'affection dans cette façon, dans la façon dont l'inspecteur lui répond, qu'il y a quelque chose de tendre
d'ordinaire, de banal, mais de tendre, et que alors justement dans ce dialogue, ce qui fait que le jeuneur peut exprimer sa vérité, c'est quand même qu'on remarque que l'inspecteur ne le contrarie pas, ne cherche pas à le mettre en défaut, ne cherche pas à le piéger par ses questions ou à l'enfermer dans une interprétation ou une autre. Il a toujours des questions ouvertes, il le relance attentivement et il l'humanise. En tout cas, c'est ce que dit Ogden. Pour la première fois, en un sens, il est non pas perçu comme une créature, un objet de fascination, un freak, enfin, quelque chose de cet ordre-là, mais effectivement un être humain. Et l'idée d'Ogden, c'est que pour la première fois, il fait cette expérience de recevoir de l'amour et de pouvoir en donner. Bon, What a fellow you are. Et bon, voilà, quelque chose de un peu une espèce de camaraderie sympathique, mais bon, quelque chose de plutôt affectueux, quoi. Et puis il remarque aussi qu'il y a cet enchaînement de segments de phrases, soulevant un petit peu sa petite tête, en avançant les lèvres comme s'il voulait donner un baiser. D'un seul coup, il y a une sorte de sensualité en fait qui se dégage de ce passage. Et bon, moi, c'est vrai que avec le temps, je trouve que peut-être que Ogden a davantage raison que moi de considérer que cet aliment dont il a manqué, c'est l'expérience d'aimer et d'être aimé, de voir et d'être vu, parce que effectivement aussi, le personnage de l'inspecteur, pardon, un texte anglais sur lequel Ogden s'appuie, c'est pas l'inspecteur, c'est The Overseer. The Overseer, et donc il dit du coup que c'est vraiment, il y a presque l'idée que sa fonction c'est de voir, d'être celui qui voit, qui le perçoit enfin pour la première fois. Bon. Et moi, la lecture que j'en avais faite, c'était plutôt que le jeuneur était frustré de n'avoir jamais pu exister à partir de son vrai self. Et là, je m'étais vraiment inspirée de Winnicott, puisque justement, Winnicott a toute une théorie sur les gens qui ont le sentiment que l'existence est une prison, comme tu le disais, et qui se sentent captifs et qui ont le sentiment qu'ils sont forcés de vivre. Ce que je trouve très intéressant. Et il fait une espèce de genèse en fait de ce sentiment d'être forcé de vivre, qui est que finalement le sujet n'a pas pu avoir de spontanéité dès le départ et n'a pas pu avoir une existence qui lui appartenait dès le départ, pour la bonne raison que finalement dans la vie du nourrisson, il remonte au stade primaire du développement, effectivement, de la petite enfance, et il remarque que c'est probablement des situations dans lesquelles la mère n'était pas identifiée aux besoins de son bébé, et que par conséquent elle imposait plutôt finalement qui elle était, davantage que au lieu d'accueillir effectivement les besoins de l'enfant, en tout cas de les admettre, de leur donner une signification, parce que finalement c'est très simple pour Winnicott. Ce qui se passe, c'est qu'un bébé a un geste qui exprime une pulsion spontanée, et la mère trouve une façon de percevoir intuitivement, presque instinctivement, ce besoin, et de lui donner une réponse qui est comme un don de signification. Et au contraire, quand elle est déprimée, absente, alors déjà effectivement il y a cette idée que le visage de la mère ne reflète pas l'existence de l'enfant, et que donc en fait quand l'enfant regarde sa mère, il ne voit que sa mère, il ne se voit pas lui-même dans les yeux de sa mère, alors que la fonction du visage maternel, c'est d'être un miroir, c'est le premier miroir, donc il ne se voit pas, en un sens il est déjà non existant à ce moment-là, mais en plus très vite donc ce qu'il dit, c'est que c'est un environnement, donc sa mère, un environnement primaire qui empiète sur lui et qui fait qu'au lieu d'agir spontanément, il réagit. Il réagit aux empiètements permanents de l'environnement, c'est-à-dire à ce que sa mère lui impose d'après son humeur à elle, d'après ses besoins à elle. Et donc cette personnalité réactionnelle est une personnalité soumise et inauthentique, et en fait, qui a une fonction, elle aussi, une défensive, puisqu'elle protège finalement le vrai self. Le vrai self qui ne peut pas s'exprimer de façon spontanée, et comme enfoui
dans cette espèce de forteresse qui est le faux self, qui est cette personnalité adaptative. Le problème étant que certaines personnalités en faux self sont tellement raffinées, perfectionnées que elles ont rendu presque labyrinthique l'accès au vrai self, c'est-à-dire que le sujet lui-même ne peut plus accéder à qui il est véritablement. Il ne peut pas simplement, c'est pas voilà, quelque chose aussi facile que passage de l'un à l'autre. C'est pas juste un masque en fait. La fonction chez Winnicott de holding, le fait de porter, c'est aussi ce qui contient, ce qui donne un espace pour le tout petit, pour le nourrisson, un espace où l'action va pouvoir se déployer sans rencontrer une opposition immédiate du monde, et donc qui donne un lieu de déploiement de la pensée. C'est de la contenance, effectivement, le fait de porter et de contenir finalement aussi la pulsionnalité de l'enfant qui sans ça serait trop intenable pour lui. Donc finalement, il y a quelque chose d'une contenance et presque d'une contention. Et quand la mère n'assure pas cette fonction, il y a ce que Winnicott appelle des procédés d'autocontenance qui sont finalement les premières modalités archaïques de désorganisation psychopathologique, psychonévrotique. Par exemple, un procédé d'autocontenance de l'enfant, c'est en tout cas, des manières dont l'angoisse va devoir être jugulée, d'une certaine façon, et ça passe essentiellement par le fait de se dépersonnaliser, en fait, de se détacher de son expérience corporelle. En fait, une espèce de rupture de l'équilibre psyché-soma, comme le dit Winnicott, où l'enfant se détache de ses éprouvés corporels, et donc il y a une hypertrophie de la fonction intellectuelle, et au contraire une déréalisation des éprouvés corporels et des affects, qui donne en fait plus tard ce qu'on appelle un peu la lexitimie, qu'on voit souvent chez les sujets anorexiques aussi, l'incapacité à discerner ce qui se passe dans son propre corps ou ce qui peut être immédiatement éprouvé. Il y a toute une tradition dans la clinique anglo-saxonne d'avoir bâti réellement, toute une tradition s'est bâtie sur ces prémices. Dans le monde anglo-saxon, la clinique anglo-saxonne s'est bâtie sur ces observations, la clinique du lien mère-enfant, bébé-enfant, de la contenance, la manière dont la pensée se structure ou pas à travers l'interrogation sur la présence-absence de la mère. Et c'est vrai qu'en France, on connaît moins cette tendance, cette tradition clinique, on est moins versé dans ça, mais qui est l'héritière de Ferenczi aussi, je sais que tu connais ça remonte à Freud, à Ferenczi, mais c'est Winnicott par rapport à Ferenczi, mais Winnicott est vraiment l'héritier de Ferenczi là-dessus, effectivement, voilà. Et puisque d'ailleurs... À travers Winnicott, en tout cas, il y a eu un vrai lien qui a été relancé. Je voudrais juste finir sur le... Excuse-moi, parce que là, on va pas s'en sortir du tout. Je finis juste de façon très synthétique sur le... On a déjà dit l'essentiel. On a déjà dit l'essentiel, voilà. Ce qui est intéressant dans le jeûne et chez les anorexiques aussi, c'est que finalement, ne rien manger, le rien conserve un aspect idéal. Finalement, le rien est simplement l'envers du tout. Et le tout d'ailleurs, le fantasme de pouvoir tout avoir, de jouir de tout simultanément, c'est ce qui apparaît plutôt dans l'envers boulimique, mais qui est en fait fréquemment associé à la pratique du jeûne anorexique. Mais ce qui m'intéressait, c'est que finalement le jeûneur, comme les sujets anorexiques, sont des sujets qui n'ont pas les ressources pour faire face à de la frustration ordinaire, puisque finalement, quand il dit « je n'ai pas trouvé mon aliment » et qu'il dit que les autres l'ont trouvé, les autres ne l'ont pas trouvé. C'est-à-dire que personne n'a trouvé sur Terre un objet qui soit parfaitement à la mesure du désir. Le propre du désir, c'est d'être incommensurable avec n'importe quel objet terrestre. Donc, il y a toujours un écart, il y a toujours un manque. Simplement, on va dire que la normalité ou la santé psychique est proportionnelle à la capacité de tolérer ce manque. Et donc d'avoir une expérience de frustration relative qui n'exclut pas la possibilité d'une expérience par ailleurs de satisfaction relative aussi, mais finalement ce que n'a pas le jeûneur,
c'est ça, c'est cette endurance ou cette tolérance à la frustration ordinaire qui fait que, eh bien, au fantasme d'omnipotence et au fantasme de pouvoir jouir de tout boulimique, eh bien, est opposé simplement son envers négatif. Son refus, mais oui, exactement, le refus de la jouissance, mais qui en fait une sorte de complexe toute puissance simplement inversée, enfin négativée, puisque encore une fois, ne rien manger, du coup, c'est comment dire, cette espèce de révolte, mais qui maintient totalement entière l'ambition, l'aspiration finalement, l'exigence de pouvoir tout manger. C'est là que Ogden est comme ça choqué par le fait que l'artiste de la fin, le jeûneur, dise donc à cet overseer, à ce gardien, à cet inspecteur, voilà, j'aurais mangé, mais il le dit dans des termes... Je me serais gavé. Voilà, il le dit dans des termes pulsionnels. Et crois-moi, c'est le le pauvre Ogden, voilà, le pauvre Ogden, il est tout choqué par le fait que l'expression de la pulsionnalité, ici, elle n'a pas été travaillée justement par l'apprivoisement culturel, par la socialisation de la pulsion qui la contraint à entrer dans le processus où on mange avec des fourchettes et des couteaux, où on s'excuse d'aller se repoudrer le nez alors qu'on va faire pipi ou caca aux toilettes. Donc on est dans la culture, dans la socialisation des pulsions orales et anales qui font qu'on s'exprime en des termes civilisés et que l'on masque d'un voile pudique les besoins fondamentaux et l'ancrage de notre corps. Il y a quelque chose effectivement dans ce que tu dis qui est assez typique de la boulimie, qui est une sorte de subversion totale de justement de ce qui pourrait être en principe, enfin, en tout cas c'est une subversion, c'est-à-dire que dans le plaisir quand même boulimique, il y a le plaisir d'une sorte de transgression avec le fait de pouvoir manger sans limite, sans restriction, sans manière. Il y a vraiment effectivement quand même quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Du coup, j'essaie juste de terminer par rapport à ça, mais voilà, une chose qui m'avait intéressée chez Winnicott, c'est que donc j'avais fait l'hypothèse le jeûneur était piégé dans un faux self. Et d'ailleurs, chose qui m'intéressait, que quand il se plaint de l'incompréhension du monde, finalement, là aussi, il y a une dimension projective, puisque c'est parce que lui-même souffre de ne pas pouvoir être lui-même ou être en contact avec lui-même que finalement, il reproche au monde extérieur de ne pas le comprendre. Mais c'est parce qu'il se méconnaît lui-même, en fait. Ça, je trouvais ça intéressant pour réduire le... Bon. Alors... Oui, Winnicott fait une remarque sur une patiente avec laquelle il avait fait quelques années de cure et finalement relativement inefficace et qui, à l'occasion d'une séance, à un moment, il a eu l'occasion de lui dire en fait qu'il reconnaissait qu'elle n'existait pas. Et donc je trouvais ça très intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, dans la situation de la psychanalyse, un psychanalyste qui dit à son patient qu'il oui, je reconnais que vous n'existez pas, ça pourrait être, on pourrait s'imaginer que, voilà, que ça pourrait avoir des effets désastreux. Et en réalité, c'est une délivrance effectivement pour cette patiente parce que pour la première fois, elle avait le sentiment qu'on communiquait avec elle. Lorsque je lui déclarais que je reconnaissais son existence, il éprouva, c'était la première fois qu'on communiquait avec lui, peut-être que je m'identifie un petit peu trop à la patiente. Au patient en question. On rêve tous d'être en analyse avec Winnicott. Et on rêve tous d'être en analyse avec Winnicott, ça c'est sûr, oui. Et donc, la reconnaissance d'une non-existence, c'est pas le constat d'une non-existence, c'est la reconnaissance de quelque chose. Et on tourne autour de ce la rien. reconnaissance, son sentiment de ne pas être réel. Mais justement, c'est comme dans la nouvelle, en un sens, quand l'inspecteur accepte de ne pas admirer le jeune. Quand il dit, mais en fait, vous ne devez pas l'admirer. Il dit, j'ai toujours voulu que vous admiriez mon jeune. L'inspecteur lui répond, mais nous l'admirons, mais vous ne devriez pas l'admirer. Mais d'accord, dans ce cas-là, on ne l'admire pas. Et bon, voilà. Ça, c'est dans ces derniers instants, l'artiste de la fin déclare que ce
qui était admiré, c'était justement sa non-existence. Ce qui était Exactement. admiré sans être connu, Exactement. Que les publics, les admirateurs, voyaient un masque, mais ils ne percevaient pas que c'était justement un masque, pas la vraie personnalité. Et donc ils étaient, et en faisant ça, ils étaient en train d'enfermer le jeuneur, l'artiste de la fin de lui-même, dans cette personnalité seconde, donc réactionnelle, autour du refus justement de se construire d'une certaine façon. Oui, complètement. Ce qui est... Souvent, il se finit par se plaindre. Oui. Et oui, alors bon, il y a eu différentes interprétations parce qu'à la fin de la nouvelle, le jeuneur qui meurt à la fin de l'échange... c'est ça, il rend son dernier souffle. Alors Ogden trouve ça un petit peu paradoxal parce qu'il dit mais finalement il vient de vivre cette expérience d'aimer et d'être aimé, d'être vu et de voir, cet aliment dont il a manqué jusque-là, mais bon, il meurt quand même. Alors pourquoi ? Il fait plusieurs hypothèses en disant peut-être que c'est trop, une sorte de trop-plein empirique d'un seul coup et que c'est trop douloureux pour lui, peut-être de ne l'avoir eu qu'à ce moment-là, finalement trop tard. Peut-être que... Il y a l'art dramatique, il y a l'art du récit. Oui, il y a l'art du récit, bien sûr. Il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas, le jeuneur est remplacé par une panthère. Dans sa cage. Dans sa cage. Alors, j'ai lu là, c'était, comment il s'appelle ? René Girard qui en a vu une préfiguration enfin, qui a dit que certains commentateurs avaient vu une préfiguration du nazisme. Bon, en fait, le fait que le jeuneur soit remplacé par un animal, je trouve pas ça très convaincant personnellement, mais bon. Ce qui me semblait frappant. Oui, comme si, bon, on changeait d'air et puis que, voilà, il y allait avoir cette espèce une panthère est mise à la place d'un cage où le jeuneur se trouvait, oui, c'est ça. Bon. C'est vrai que la panthère, c'est aussi de la fascination pour la puissance pure. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'il y a ça dans le fascisme, bien sûr. Oui. Il y a la fascination pour la force de la nature, pour la puissance carnassière du guerrier. C'est vrai, on peut dire ça, qui est tempéré par rien, c'est vrai. Mais ton interprétation était intéressante. Ce que tu disais était juste. C'était plutôt... Oui, voilà. Ce que tu disais était fort. Et qui rejoindrait là plutôt aussi, d'ailleurs, peut-être que la panthère, c'est aussi l'image du père de Kafka, parce qu'on disait que c'était toute cette vérité qu'il n'arrivait pas à incarner dans un sens. Mais qu'en tout cas, c'était plutôt, justement, finalement, la version forte du vrai self, quoi, la panthère, puisqu'elle n'est qu'une somme de pulsions. Alors, il a décrit ce corps noble, équipé de tout le nécessaire jusqu'à en craquer presque, semblait porter sa liberté en lui-même. Celle-ci semblait située quelque part dans sa denture et la joie de vivre jaillissait avec tant de flammes au fond de son gosier que les spectateurs avaient peine à y faire face. C'est une lecture défascisante, en tout cas, que j'avais pas moi-même dans mon esprit et qui est subtile. C'est-à-dire, bon, il faut que le faux self meure pour que un petit peu une existence un peu pleine de vitalité, mais pas nécessairement fasciste pour autant. Non, c'est ça, oui. Voilà. Pas nécessairement dans le culte de la force existe. Oui, et je pense à son gosier simplement parce que Kafka meurt à la fin parce que sa tuberculose s'est étendue à sa gorge et qu'il ne peut plus rien avaler, en fait. Donc en plus, en particulier, il y a cette idée que bon, c'est peut-être... Mais Winnicott, quand il décrit le vrai self, en fait, il parle beaucoup du faux self, mais on n'a quasiment rien sur le vrai self positivement chez Winnicott. Et finalement, au moment où il répond, il dit mais le vrai self n'est pas beaucoup plus que la somme de la vie sensorimotrice. Parce que effectivement, encore une fois, le vrai self du nourrisson, c'est d'avoir... C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est la motricité, dans l'espace transitionnel, quoi. Oui, c'est ça. Oui, totalement. Alors, il y a ici quelque chose qui est à la fois semblable et différent par rapport à la fin du procès, puisque dans le procès, à la fin, K, le protagoniste principal, il meurt, il est exécuté dans un terrain vague, comme un chien. C'est le dernier mot du procès, sans savoir quelle est la... C'était comme s'il avait dû lui survivre, je crois que c'est la dernière phrase. Oui. Donc il meurt comme un chien. C'est ce qui est indiqué par Kafka, le condamné, sans savoir quelle est la raison, le motif dernier de sa condamnation, est emmené dans un terrain vague pour y être abattu. Et Kafka dit comme un chien. Mais il y a
aucune transfiguration en panthère. Il y a la honte. Seulement la honte qui lui survit. C'est-à-dire, ce qui survit à K, le protagoniste du procès, c'est la honte. Alors, une honte de quoi, au fond? De ne pas avoir été dans un jeu vital, on ne sait pas, d'avoir été dans une culpabilité, d'avoir été prisonnier de son procès, d'avoir pas pu s'en dépêtrer, d'avoir pas su, pas voulu, d'avoir suivi les ordres, les injonctions, d'être resté dans le labyrinthe, de s'être maintenu jusqu'à la mort dans une impasse. Mais, il meurt comme un chien, mais il n'y a pas de remplacement. Et si on veut être girardien, effectivement, tu peux dire avec René Girard que on substitue un animal à un homme. C'est tout à fait aussi ce que le philosophe René Girard exprime dans La violence et le sacré. Il y a une métaphore possible. On remplace une victime humaine par un animal et qui peut laisser de la place justement à l'humain pour vivre. En tout cas, c'est la thèse de René Girard. Un auteur à prendre avec quelques pincettes, je dois partager tout ce que René Girard a écrit. Mais il y a dans la fin d'un artiste de la fin, de la nouvelle dont on a parlé aujourd'hui, la substitution est à la fois réussie et malheureuse. Il y a la vitalité de cet animal qui revient, mais pour Kafka, peut-être c'est son œuvre qui aura vécu, son œuvre qui se sera révoltée pour lui, puisque Max Brod ne la brûle pas, elle est conservée, elle est publiée, et elle, parfois à travers d'ailleurs des épisodes assez rocambolesques qui font que, elle a été finalement, ces manuscrits ont été déménagés ici et là. En tout cas, il y a un petit lieu de renaissance pour Kafka qui est son œuvre littéraire, où quelque chose s'exprime, continue un tout petit peu de s'exprimer. Je te laisse le dernier mot. Non, mais c'est vrai, non, je suis d'accord. C'est vrai que ce que fait remarquer Ogden, pour le coup, c'est que si le jeuneur meurt à la fin, comme tu dis, c'est un ressort dramatique aussi, il faut dire qu'il se passe quelque chose, mais pour le coup, Kafka, lui, a semblé prendre du plaisir dans la rédaction de cette nouvelle, et donc il fait mentir ce personnage qui a été incapable justement d'en avoir, donc il a eu ce plaisir, et il n'a pas ressenti le besoin de détruire cette nouvelle en particulier après l'avoir écrite. Et, donc oui, il y a quelque chose de très romantique aussi, c'est très pris dans un héritage du romantisme allemand, de l'idée que ce qui doit survivre éternellement ne se fait qu'au prix du sacrifice dans la vie réelle. C'est de l'allemand, c'est du Schiller, c'est ce qui doit mourir ce qui doit triompher éternellement doit mourir dans la vie réelle. C'est l'idée d'un sacrifice, qui est l'idée de l'écrivain comme phénix, qui disparaît dans la vie réelle, mais pour réapparaître dans le monde quelque part un petit peu spirituel. Enfin, c'est un ancrage aussi de la figure de l'écrivain comme phénix, qui est très présente dans la littérature allemande du 19e, du 20e siècle, depuis Schiller jusqu'à Thomas Mann et ses personnages. En fait, si vous avez des questions, vu qu'on doit terminer à l'heure, je sais ce soir, vraiment, il reste un petit quart d'heure, donc peut-être le consacrer à la discussion. Peut-être qu'on pourrait... Oui, voilà. J'ai une petite question pour rebondir aussi sur ce sur quoi vous finissez là. Comment vous analysez du coup ce qui a été noté à un moment, à savoir qu'il a demandé effectivement à Max Brod que, entre autres, cette nouvelle ne soit pas détruite, mais qu'en revanche on la republie pas et que même si elle disparaissait, finalement ça réaliserait le projet. Enfin, je ne sais plus comment c'était formulé. Si, c'est paradoxal. Ça préciserait le projet finalement qui s'était fait de... Je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Comment vous comprenez ça? Comment vous c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, parce que il veut pas que ces nouvelles soient rééditées dans les consignes qu'il donne à Max Brod. On peut pas la rééditer, mais il faut pas la détruire. Il faut pas la détruire parce qu'elle est acceptable, mais pas au point d'être rééditée. Enfin, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Si elle disparaissait, c'est quand même l'ajout de... Si elle disparaissait, ce serait bien, avec le temps. C'est ça qui était noté comme une citation de Kafka lui-même.
Oui, et on se demande s'il l'a vraiment voulu ou s'il a su réellement que Max Brod ne le ferait pas. Enfin, moi, je me rappelle que j'avais un peu analysé ça comme un besoin pour lui de... Alors, je sais pas, est-ce que finalement il n'a pas eu besoin de demander à son ami de devenir responsable de ça pour se mettre... Mais c'est vrai que ce qui est surprenant pour un auteur quand même, se placer en situation où il dépend de... Il a dû faire confiance à quelqu'un. Ce qui est quand même une expérience humaine, là, pour le coup, dont il n'a pas été privé. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut un certain degré de maturité émotionnelle pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, surtout avec son œuvre comme ça. Mais Max Brod a été dans une position un peu maternante. En s'effaçant. Est-ce qu'il n'avait pas besoin sa propre œuvre de côté, en devenant passeur, en devenant plutôt critique lui-même que écrivain. Max Brod a été dans cette famille de substitution. Et est-ce que c'était pas plus important d'avoir ça que d'avoir la pleine maîtrise du devenir de son œuvre? Il faut croire que... oui, alors peut-être en dire aussi il voulait peut-être... Pour créer, conserver l'unicité de l'œuvre une fois imprimée, mais ne pas parier sur la reproductibilité infinie de l'œuvre, c'est une manière aussi peut-être de conserver une valeur à l'œuvre telle qu'elle a été imprimée, et de ne pas vouloir l'éparpillement infini de sa production. C'est une manière peut-être de valoriser en disant que ce qui a été fait, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Peut-être une affirmation un petit peu vitale de l'unicité de ce qui aura été accompli. C'est peut-être nécessaire aussi à la création de mettre derrière soi et de dire on ne va pas réimprimer. En tout cas, ça c'est l'histoire des imprimeurs, c'est l'affaire des imprimeurs et des impresarios, c'est vrai. Mais le créateur a besoin d'oublier ce qui a été imprimé, de le mettre, d'accepter que ça ait été imprimé, mais pour le mettre derrière soi. Peut-être ça, cette... Oui. Moi, je suis frappé par cette nouvelle, par le fait que, contrairement à K, à Zamsa, ou Trapéziste, enfin, autre héros, entre guillemets, de Kafka, celui-là, il se laisse révolter vraiment jusqu'au bout, et à sortir par une victoire dans sa lecture à lui. Et je vais au bout dans la logique, et pour moi, la panthère, c'est une réincarnation. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est enfin là où il est. Et dans le de Kafka, c'est le seul qui arrive à ça. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu que celle-là soit publiée et pas détruite. Et puis la panthère, ce que fait remarquer Ogden aussi, c'est que elle a cette vitalité, mais elle est dépourvue de conscience d'elle-même. Et donc malgré tout, elle a et par rapport à ce que Kafka écrivait dans son journal sur cette haine de l'introspection, de aujourd'hui j'ai ressenti ceci à cause de cela, mais finalement pour Ogden, la lecture c'est qu'il est délivré encore une fois aussi du poids de la conscience, de l'introspection, de l'auto-analyse vaseuse et indéfinie, justement dans cette image de la panthère qui est au prix de... C'est quand même une réincarnation un peu paradoxale, parce que du coup, alors si le jeuneur n'était pas vraiment un artiste, la panthère, encore moins. Oui, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on disait dans le tout dernier moment, et sont tout à fait en accord avec ce que vous dites. Oui, il y a une perte au passage, c'est sûr. Que ça, le phénix ne reprend pas toutes les cendres, il y a quelque chose qui est perdu, bien sûr, effectivement, tout à fait. Cette substitution, cette métaphore, ne se fait pas sans que certaines choses doivent être abandonnées au passage. Enfin, on sort peut-être de la toute-puissance, mais c'est au prix d'un léger reste. Quoi. Il y a un reliquat qui est éparpillé. Oui, mais absolument. Dans les paragraphes, il y a deux mots qui m'interpellent, c'est équipé de tout le nécessaire. Et on revient sur le côté souffre de Kafka, le côté malingre, etc. Et puis, la joie de vivre jaillissait. Et c'est quand même étonnant, parce qu'on a cette panthère qui est libre et enfermée. Et donc toute la joie de vivre passe par la nourriture et exclusivement la nourriture. Donc, le négatif complet de ce qu'avait tout le jeune.
Oui, complètement, et qui est pour le coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette espèce de sollicitude maternelle, où là ce sont les gardiens qui lui jettent de la nourriture, mais qui répondent exactement à ses besoins, parce que elle avait tout ce qu'il lui fallait. Les gardiens n'avaient pas longtemps à réfléchir pour trouver la nourriture qui lui plaisait. Il ne semblait même pas regretter sa liberté. Effectivement, en un sens, le nourrisson n'est pas libre à proprement parler, c'est pas un sujet. Et donc toute sa joie de vivre passe effectivement par cette expérience très simple d'avoir cette sollicitude maternelle, effectivement cette nourriture qui lui est donnée comme un don de... Oui, exactement, le sein nourricier. Bon, donc il y a cette... Oui, et du coup l'illusion d'omnipotence infantile aussi, qui est celle du bébé, qui est dans cette situation. Oui. C'est le débat. Alors si on y voit la toute-puissance, c'est plutôt donc les lectures qui voyaient dans la Panthère l'avènement du nazisme, effectivement. Oui, ou le bébé qui a cette illusion d'être omnipotent. Ou l'omnipotence infantile normale, voilà, d'accord, on la perd. D'accord, oui, voilà, c'est ça, non, je comprends. Bien sûr, oui, il y a de l'omnipotence infantile saine, normale, bien sûr, qui est conservée aussi, et qui ensuite se conflictualise un petit peu avec le conflit de l'adulte que nous devenons et de l'enfant que nous restons, et de notre éternelle, tendance à, bien sûr, questionner l'héritage de nos croyances magiques de l'enfance. Et la denture, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois effectivement le fait de se nourrir, mais c'est aussi chez Freud l'agressivité commence avec les dents quand même, les premières pulsions agressives. Donc, et le faux self pour Winnicott, c'est quand même le bébé dont la mère réprime l'agressivité, c'est-à-dire que c'est ce que la mère n'accueille pas favorablement, c'est l'agressivité du bébé qui est punie en fait, qui fait l'objet de représailles. Là où le bébé qui va avoir justement plus de spontanéité sera davantage celui qui aura eu l'expérience d'une agressivité non réprimée, non pénalisée en tout cas. Enfin, en un sens, on peut voir les choses de cette façon-là. Oui, il y a toute une considération de Freud sur le développement de la musculature chez l'enfant qui donne lieu à la capacité d'agir et de maîtriser, puis la dentition qui est en effet l'objet d'une ambivalence, avec des choses dont Françoise Dolto, mais déjà avant elle, Karl Abraham vont reprendre en termes de cannibalisme infantile. Est-ce que l'enfant est en train, à ses propres yeux, de cannibaliser la mère lorsqu'il mange, tant que l'enfant est pas distinct du sein et que le sein n'est pas distinct exactement de la mère, tant qu'il n'y a pas de coupure exacte entre l'objet et le sujet, donc avec cet apprivoisement donc de la pulsion sadique orale. Je suis un lecteur j'aime beaucoup, alors je m'ai un petit peu taquiné sur le fait que j'aime un peu moins Ferenczi, mais l'œuvre de Ferenczi est extrêmement riche, mais j'aime beaucoup voir Karl Abraham et ce qu'il a écrit sur le développement de la vie pulsionnelle et des phases de la vie pulsionnelle au niveau sadique, orale, la vie. Et donc tout ça, c'est développé dans l'œuvre, les 3 essais de Freud. Puis, il y avait une dernière question ou vous vouliez poser une question? Ah non, pardon, j'ai cru qu'il y avait une question avec moi tout court. Moi, la transformation en terre, c'est la résolution aussi que tu évoquais dans le début, sur le fait que dans l'écrit de travail sans objet, donc se travaille sur lui-même comme propre objet, des confusions sujet-objet à l'intérieur de la personne. Le jeuneur dans la nouvelle, qui est une très bonne illustration de ça, mais évidemment, je veux dire, ce qui est frappant, c'est que dans toute la nouvelle, la question c'est de savoir si regarder, vu, considérer, observer, reconnu, et toute cette, pas seulement cette sémantique, mais ces nuances-là qui sont plus des nuances que des contradictions entre elles. Et à la fin, la résolution du problème, c'est qu'il est vu parce qu'il arrive à communiquer, à parler un peu, il s'éteint. Déjà, il meurt comme un martyr quand même de sa propre cause qui est enfin énoncée. Et dès lors qu'il est mort comme martyr, ce qui prend sa place, en tout cas dans l'espace, après lui, c'est un animal. Donc l'animal, c'est celui pour lequel la question de la reconnaissance ne se pose pas.
c'est pas qu'il y ait une réponse, c'est qu'elle se pose pas du tout. Oui, tout à fait. Contrairement à l'Obs, au Cogel, etc., ce qu'on disait au début. Et en plus, dans le texte, Kafka écrit bien la joie de vivre, que les spectateurs, avec tant de fleurs au fond de son gosier, que les spectateurs avaient peine à y faire face. Oui. À l'époque où l'objet dans la cage était un homme, les gens se complaisaient à regarder avec agressivité, en un sens, ils le scrutaient comme une mouche. Ils pouvaient presque manipuler par leurs yeux. Maintenant, ils ont peur de regarder ce qui est devenu une panthère. Donc, il y a quelque chose qui est devenu une panthère. Et la panthère, en plus, comme animal, n'est pas perfectible, elle est déjà parfaite comme tous les animaux. Dans cette question-là, ne se pose pas pour elle non plus. Et à la limite, parmi tous les animaux qu'il aurait pu choisir pour remplacer le jeuneur, la panthère, c'est la figure même de l'indomptable, quoi. C'est non seulement celui qu'on n'arrive pas à regarder, parce que si on regarde, elle va nous bouffer, elle est indomptable, on ne mettra jamais la main dessus, en fait. Et à la limite, la cage dans l'acier qu'on utilise pour la contenir, c'est une espèce de blague qu'on se raconte à nous-mêmes, et dont la panthère est aussi consciente, quoi. Et à la limite, la seule conscience de la panthère, c'est de nous dire qu'elle sait très bien de quoi il s'agit. Et à la limite, ça devient quasiment pour moi un jeu sadomaso, en fait, mais vraiment au sens identitaire, parce que le visiteur de la foire, comme ça, où le jeuneur était exposé, de sadique passe à masochiste, en fait. Oui. Dans un sens, oui, et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi que même sa captivité ne la dérange pas à la panthère. Enfin, je veux dire, d'après ce que tu dis, oui. C'est un jeu pour comme c'est un jeu pour sadique ou un jeu pour maso de là, en fait. Oui. Oui. Et il y a un espèce de jeu, il y a un espace de transitionnel, il y a une zone où en effet ça peut s'exprimer sans porter immédiatement à conséquences sanglantes et mortelles. Donc il y a un espace de ludique où les choses existent sans être traduites dans des conséquences. Vraiment, ici littéralement, un espace potentiel de ce que, en effet, l'espace du suspens, un espace où les choses existent en suspens, c'est-à-dire sans avoir de conséquences, mais elles existent, mais elles ne sont pas traduites nécessairement dans de l'actualité. Tout à fait. Bien, alors. Oui, non, bien sûr, c'est une méta. Non, mais bien sûr, pour la panthère, bien sûr. Oui, non, c'est. Le jeu est sûr. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Je remercie, ceux qui ont suivi également par Zoom. Merci. Il n'y avait pas de questions d'ailleurs. Et merci beaucoup à vous. C'était donc l'avant-dernière séance. Oui. Nous nous retrouverons. La date, c'est le 18 juin. On va essayer d'ouvrir vers la question, là aussi, de la révolte, sublimation, dans le lien avec la politique de l'institution, travail, révolte et institution. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas qu'une conclusion, mais que ce soit un peu plus substantiel que simplement un récapitulatif, bien sûr. Bon, merci à la chaire de philo, merci à l'organisation et à l'hôpital Sainte-Anne de nous avoir accueillis dans ce magnifique contexte, cette belle salle de réunion, dans la lumière du soir, dorée. Voilà. Bel espace. C'est appréciable. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.